Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire WeNetwork que nous avons choisi d'intituler les Security Bubbles IoT, réponse au nouveau paradigme Covid, post-Covid-19, point d'interrogation. Je suis Julien Fillot, responsable marketing et communication de WeNetwork. Je prendrai le rôle de modération pendant les 45 minutes que nous allons passer ensemble. Aussi, n'hésitez pas à interagir avec vos questions ou commentaires sur le fil de chat qui s'affiche à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur ou bien directement depuis l'application mobile de Zoom, puisque c'est l'outil que nous utilisons aujourd'hui. Alors, nous allons parler ce matin de Security Bubbles, comme je le disais, qui concerne la distanciation physique entre les personnes à partir de tags de communication sans fil, offrant une précision et des fonctionnalités inédites. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui Insight SIP, une société basée à Sophia Antipolis, que nombre d'entre vous connaissez sans doute, puisqu'elle maîtrise la conception, la réalisation de dispositifs de communication radiofréquence complexes et ultra miniaturisés. Alors, Insight SIP est également adhérente active au sein du pôle de compétitivité SCS, lui aussi basé à Sophia Antipolis, ainsi qu'avec d'autres pôles acteurs de projets européens. Nous accueillons aujourd'hui Michel Béguin, qui est son CEO et fondateur, et à qui je vais laisser la parole dans quelques secondes. Et comme vous l'avez compris, c'est un webinaire un petit peu particulier, puisque Insight SIP n'a pas seulement prévu de nous montrer ses technologies, mais propose également d'explorer l'éventualité de partenariats suite à cette présentation, donc pour les personnes intéressées. Dernière chose, et puis après, je laisse la parole à Michel Béguin. Je vous invite à rester jusqu'à la fin du webinaire, puisque vous aurez en avant-première une petite surprise. Je vous remercie. Et Michel Béguin, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. La petite surprise, je ne pense pas que ce soit un petit apéritif de, de clôture, parce qu'on est un peu loin les uns des autres. Donc, je laisserai faire. Avant de parler de la thématique, donc je me présente rapidement. Donc, je suis, comme l'a dit Julien, je suis Michel Béguin, cofondateur de la société Insight SIP et donc directeur général aussi de la société depuis maintenant 15 ans. Voilà, donc je suis dans l'électronique depuis tout petit, depuis le début de mes études, depuis la fin de mes études, pardon, et j'ai donc une longue expérience dans le domaine du composant électronique auprès de sociétés européennes, allemandes, néerlandaises avec le groupe Philips, américaines et japonaises avant de démarrer Insight SIP. Voilà. Donc, si on peut pas, il faudrait que tu actives le partage d'écran. Je n'ai pas. Et voilà. Cela devrait fonctionner a priori. OK, donc je lance. OK. Je lance d'abord ça. Voilà, donc on peut commencer cette présentation. Donc, comme l'a dit Julien, toutes les questions que vous pouvez poser ou que vous voulez poser, vous pouvez les poser directement en ligne sur le chat. J'essaierai d'y répondre à la fin, dans la mesure de mes compétences. Voilà. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est comment on peut partir d'un concept qui s'appelle la Security Bubble dans les objets connectés pour pouvoir gérer le post-Covid. Donc, le Covid étant quasiment terminé, le post-Covid, c'est comment gérer les relations entre les personnes après le Covid. Donc, ma présentation, elle commence par une rapide présentation de la société elle-même. Donc, Insight SIP, c'est une société qui a été créée en 2005, fondée par Chris Barat, le directeur technique, et moi-même. On n'est pas une entreprise qui a démarré, qui est tombée du ciel. L'équipe technique de base du démarrage d'entreprise, c'est une équipe
d'ingénieurs et de docteurs qui venaient du groupe National Semiconductor. Le National Semiconductor avait une activité de conception à Sophia Antipolis. Peu de temps avant le rachat de l'entreprise par le groupe Texas Instruments, cette activité a été arrêtée et elle était spécialisée dans la conception de system in package, donc beaucoup pour le marché américain, en particulier pour le groupe HP et d'autres types d'entreprises. Donc on a une spécialisation dans tout ce qui est simulation électromagnétique, design d'antennes, circuit RF, hyperfréquence. Et pour ça, on a une équipe d'une vingtaine de personnes et on est complètement fabless. Donc l'entreprise a son siège à Sofia et l'équipe technique à Sofia. On a une filiale commerciale à Denver, Colorado, et un bureau commercial au Japon. Nous avons la particularité de ne pas vendre en direct. Donc les clients finaux qui utilisent nos produits ne sont pas nos clients. Nous vendons exclusivement par un réseau de distributeurs. On a une trentaine de distributeurs sur la planète. On est fabless. La production est faite sur 2 sites à Taïwan et 1 site aux Philippines. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le System in Package, System in Package, c'est quoi? C'est une intégration de composants, divers composants à l'état élémentaire, en général sous forme de puces nus, connectés par wire bonding ou flip chip, qui sont juste à poser dans un même boîtier de semi-conducteurs, soit juste à poser, soit posés les uns sur les autres, avec ensuite des composants actifs et des composants passifs. Les passifs pouvant être un peu tout, hein, des condensateurs, des inductances, des MEMS, etc. etc. Les technologies, donc c'est une boîte à outils technologique qui utilise différents types de substrats, soit des substrats organométalliques, soit des substrats céramiques, soit aussi des substrats qu'on appelle IPD, Integrated Passive Device, sur du verre ou du silicium. Et c'est une technologie qui est en pleine croissance. Lorsque l'on a démarré l'entreprise en 2005, cette technologie était relativement anecdotique pour le marché et aujourd'hui, c'est une technologie qui a une croissance fulgurante dans le monde de l'électronique. L'avantage, c'est de faire des fonctions déjà toutes prêtes pour que l'utilisateur puisse directement faire sa circuiterie sans rentrer dans les détails de chacune des fonctions. En plus de la technologie System in Package, on a incorporé une complément technologique qui s'appelle l'antenna in package. Donc, c'est la capacité de mettre les antennes, la conception et la fabrication des antennes efficaces à l'intérieur même des systèmes in package. Donc, on avait commencé par un travail de R&D de longue haleine avec différents laboratoires publics et privés français et européens pour développer ça. Et les premiers produits que l'on a faits dans ce domaine sont arrivés en 2010. Voilà, on a plusieurs familles de produits, des produits de connectivité courte distance qui sont massivement du Bluetooth Low Energy, mais aussi du Zigbee, du Thread, etc. Donc, des systèmes de connectivité de longue distance, principalement des modules LoRa pour la connectivité longue distance, tout ça avec antenne incorporée, mais aussi sous peu des modules NB-IoT avec là aussi antenne incorporée pour de la connectivité longue distance. On a des modules de positionnement basés sur 2 technologies, l'angle d'arrivée du BLE, du Bluetooth Low Energy, ainsi que l'ultra wideband, qui sont les 2 techniques les plus efficaces pour la mesure de distance avec grande précision. On a un programme engagé en cours assez fort dans l'intégration de la sécurité à l'intérieur des objets connectés. Et enfin, au milieu, on développe des produits custom qui sont vendus à des clients qui sont des grands comptes, qui utilisent dans leur propre application, dans leurs propres produits ou qui les vendent sous leur propre nom. Donc, ce sont des produits dits blancs qui ne sont pas sur notre catalogue. Alors, les Security Bubbles, d'où ça vient? Ça vient d'un projet de R&D que l'on avait engagé en 2015. Ce projet était piloté par le groupe Gemalto, maintenant Thales, avec un certain nombre d'acteurs. C'est un projet européen qui a développé des différents concepts d'interface homme-objet, homme-machine. Donc là, c'est un exemple de 2 bracelets connectés qui permettent de connecter
la personne, l'humain, à des machines pour différents types d'opérations liées à l'accès à des zones ou alors l'activation d'équipements, etc. Donc, il y a plusieurs types de sous-marchés qui ont été identifiés avec ces démonstrateurs et qui sont maintenant petit à petit adressés, en particulier la sécurité des personnes dans des lieux de travaux pour contrôler la distance plus ou moins proche et la capacité, l'autorisation d'accéder à telle et telle zone. Ces dispositifs englobent pas mal d'éléments de sécurité, que ce soit des mesures de fingerprint, des mesures de ce qu'on appelle des body couplings, qui permet d'identifier la personne par des contraintes, des performances, des éléments liés à leur corps, ainsi que du Secure Element, de la connectivité Bluetooth, de la connectivité ultra-wideband et bon, différents autres éléments. Donc, ce sont des démonstrateurs qui ont été faits et qui ont été démontrés et qui montrent à beaucoup de choses. Alors, un des exemples, c'est une approche de type barrière virtuelle de sécurité, par exemple dans une zone industrielle de fabrication, bon, par exemple là d'une voiture, où les opérateurs on doit être sûr que l'opérateur ne s'approche pas d'un véhicule et de robots qui se déplacent parce que ce sont des parties dangereuses. Alors, comme vous pouvez imaginer, il y a plusieurs façons de gérer le danger, soit de fermer tout ça avec des barrières physiques, hein, des grilles massivement, ou des portes, avec des portes, mais cette approche est petit à petit désinhibée et enlevée parce que c'est beaucoup plus compliqué pour la maintenance. Il faut enlever les barrières. C'est beaucoup plus compliqué pour les réglages, la mise à jour, etc. Donc, maintenant, on est dans un monde d'usine où il n'y a plus de barrières physiques et de plus en plus de barrières virtuelles de différents types, soit des barrières virtuelles de type infrarouge, hein, comme les barrières de piscine, par exemple, que vous avez peut-être chez vous, soit des barrières de ce type qui mesurent la distance d'un opérateur par rapport à un objet, voire la triangulation précise de l'opérateur. Donc, ce projet nous a conduit entre 2015 et 2018 à avoir les premières briques technologiques de des interfaces Human to Object. Ce sont donc les différentes briques de connectivité. Il faut noter que les résultats de ce programme ne sont pas directement transférables pour des sécurités bubble de type Human to Human. Pour une raison principale, c'est que quand vous avez un objet comme celui-ci, il est dissymétrique. Vous avez un humain qui a un petit objet sur lui et des robots qui peuvent avoir des gros objets sur eux. Première dissymétrie. Deuxième dissymétrie, l'humain, un objet qui est censé être basse consommation, un robot ou ce genre de choses, il n'y a pas de problème de consommation. On peut mettre ce que l'on veut en termes de consommation électrique et donc on peut sans problème avoir des dispositifs qui sont complètement dissymétriques avec d'un côté une machine et de l'autre côté une ou plusieurs machines et de l'autre côté un humain. Donc, depuis 2019, on a commencé à travailler sur l'évolution des briques technologiques pour être capable de travailler sur une connectivité liée à la sécurité, la mesure de distance entre un humain et un humain. Donc, aujourd'hui, des brevets sont déposés et des démonstrateurs sont disponibles. On y reviendra. Donc, ça, c'est un exemple de démonstrateur prototype. Vous avez un petit bracelet qui est sur quelqu'un et ce qu'il y a dans le bracelet se trouve ici avec le cœur du dispositif qui est ce système in package qui fait 14 mm de côté, qui englobe, on verra plus loin, qui englobe plusieurs types de radios ensemble. Alors la bulle de sécurité, le concept, il est simple. Vous avez une pseudo-bulle virtuelle autour de chacune des personnes qui est invisible. Par exemple, ici, vous avez Anna qui travaille dans une entreprise qui est en train de faire, ou là, on dirait plutôt un docteur, qui est en train de prendre des notes, et Bob qui vient lui dire bonjour. Donc, Bob s'approche. Il a donc des distances de sécurité autour de chacune des personnes avec un tag,
un bracelet ou autre chose. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien. Lorsque les bulles des deux personnes sont en contact étroit, au-dessus d'une certaine limite, l'information informe les deux qu'ils ont dépassé cette zone et soit par flash, soit par vibreur, soit par buzzer, enfin, toutes les techniques sont possibles. On informe chacun des deux détenteurs du dispositif qui sont en dessous d'une distance prédéfinie et correcte. Deuxième problème et deuxième difficulté, c'est multibulles de sécurité. Donc, je reviens à l'histoire de l'interface homme-machine. Quand vous avez un homme et une machine, en général, tout n'interfère pas en même temps. Vous avez les machines qui sont fixes et les hommes qui bougent. Là, vous avez des hommes qui sont en relation les uns avec les autres et qui se déplacent les uns avec les autres, par rapport aux autres. Donc, il est indispensable de gérer les bulles de sécurité, non pas seulement entre Anna et Bob, mais aussi entre Anna et David, Anna et Karl, Bob et David, Bob et Karl et David, etc., etc. Donc, les interactions doivent être multiples et le fonctionnement doit être le plus souple possible pour tout ce beau monde en même temps. Et dernier élément important, c'est la notion de zone de sécurité, qui part du principe qu'à l'intérieur d'une zone de sécurité, on a un nombre fini de bulles qui peuvent discuter les unes avec les autres. Aujourd'hui, la technologie permet d'avoir une vingtaine de bulles qui discutent à l'intérieur d'une zone de sécurité. La technologie ne permet pas d'avoir des centaines de bulles qui discutent les unes avec les autres, ce qui conduit à avoir une zone de sécurité qui est prédéfinie, dont la distance et le diamètre est prédéfini, ou le rayon, et ceux qui sont à l'extérieur sont en communication légère avec, par exemple, la bulle d'Anna, mais ne sont pas pris en compte dans la mesure précise. Il y a simplement un avertissement de leur existence autour de la zone de sécurité. Et lorsqu'ils pénètrent dans la zone de sécurité, à ce moment-là, ils commencent à être pris en compte par la bulle de sécurité de Anna. Alors ça, ce que j'explique pour Anna, vous faites la même chose par rapport à Bob. Probablement, c'est qui je ne me souviens plus comment il s'appelle. Donc lui, Francis. Probablement Francis est à l'intérieur de la bulle de sécurité de Bob, de même que Eric est à l'intérieur de la bulle de sécurité de Karl. Donc tout ça doit être pris en compte ensemble et doit être géré ensemble. Alors donc depuis 2019, on a travaillé sur les briques qui permettent de faire ça. On a déposé un brevet, on a des démonstrateurs disponibles. Aujourd'hui, on maîtrise les briques principales des bulles de sécurité de type human to human. On sait gérer et créer et faire interagir des bulles de sécurité. On sait gérer l'alarme, les buzzers, le vibreur, les flashs lumineux ou autres. On sait charger sans fil ou pas sans fil, hein, mais si c'est un chargement sans fil par couplage, on sait charger le dispositif, charger en énergie, minimiser la consommation globale. Et bien sûr, notre cœur de métier, c'est la miniaturisation de tout cet ensemble. Aujourd'hui, on est une des rares sociétés sur la planète à savoir miniaturiser des solutions complexes dans un environnement un peu radio, un peu compliqué. Donc, les avantages des bulles de sécurité, pour les résumer, ils sont de différents types. D'une part, ce sont des systèmes qui peuvent être associés à des équipements individuels de protection connus sous le nom d'EPI. Donc, ça peut être des casques, ça peut être des gilets de protection, ça peut être un tas d'objets qui servent à la protection individuelle des travailleurs. Ils sont tout à fait comparables aux systèmes de sécurité industriels de type homme-machine, par exemple les barrières immatérielles, ou ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ils sont complètement non intrusifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système central qui vient récupérer les datas et qui va faire la police. C'est chaque opérateur, chaque ouvrier ou chaque technicien, excusez-moi, allô?
Oui. Oui, oui, je suis en conf call, désolé. Donc, il n'y a pas de connectivité, de remontée de data vers un système central. Chaque personne est en charge de sa propre sécurité. Il n'y a pas de contrainte de RGPD. Ce qui est important aussi à noter, c'est que, et j'ai oublié de le mettre là-dedans, c'est un système, si par exemple on a une épidémie type Covid, c'est un système qui limite la contamination ou qui empêche la contamination par une position trop proche des personnes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on lit actuellement, application type Stop Covid, où on veut analyser et traiter les personnes qui ont été contaminées. C'est complètement disjoint. Ce n'est pas le traitement des personnes qui ont été contaminées, c'est l'évitement de la contamination. La mesure de distance est de quelques centimètres. La précision est de quelques centimètres, que ce soit pour la bulle de sécurité ou les différentes bulles. On peut électroniquement gérer la taille des bulles. On peut faire des bulles de 50 cm de diamètre, d'1 mètre de diamètre, 1 mètre 50, c'est un peu comme on veut. Le tout est à basse consommation. On montre qu'on peut faire fonctionner les dispositifs pendant 24 à 48 heures. C'est facilement rechargeable. Autre avantage, c'est léger, discret, c'est facile à déployer. C'est utilisable sous plein de formes, qui sont bracelets, badges, clips de ceinture, casque de chantier, veste de sécurité, etc. Il n'y a pas d'infrastructure support. Et on est convaincu que la solution sera largement moins de 100 € par pièce. Si on compare avec d'autres dispositifs de sécurité EPI, c'est un prix qui est tout à fait abordable pour le monde industriel. Alors, le marché qui est visé, ce sont les entreprises dont les employés reprennent le travail. On est en plein dedans. Donc, le but étant d'utiliser ce type de bulle pour chaque salarié qui va être en place dans une usine, dans des bâtiments ou dans des bureaux. On peut distribuer le matériel à chaque personne et les personnes deviennent non plus à s'occuper de leur positionnement par rapport aux autres. Le système le fait pour eux et les alerte quand il y a une proximité trop importante. Deuxième type de marché, ça peut être les lieux qui reçoivent du public. On parle beaucoup de l'ouverture des bars, des restaurants. Je pense que ce genre de dispositif peut être beaucoup plus friendly, beaucoup plus facile à déployer que mettre des barrières en plexiglas, en carton ou que sais-je autour des endroits où sont les gens qui sont au restaurant. Là, on peut proposer à chaque personne d'avoir ce genre à l'entrée, d'avoir ce genre de dispositif. Et là aussi, il y a une sécurité qui est gérée par la qualité de chaque personne. C'est les gens eux-mêmes qui assurent leur propre sécurité. Et éventuellement, au niveau des écoles, ou écoles, lycées, collèges et enseignement supérieur, on pourrait déployer ce genre de choses. Bon, nous, clairement, on se positionne dans le monde industriel. On est dans notre métier, dans notre entreprise, le premier marché que l'on adresse, c'est le marché de l'IoT industriel, loin devant les autres. Et avec ce concept, on se positionne dans le marché de l'IoT industriel. Ce que je peux dire, c'est que déjà, le temps, ça avance très très vite. Déjà, on a une société que je ne peux pas citer qui nous a placé, avec qui on commence à travailler pour le déploiement de ce type de bulle de sécurité dans le monde de l'industrie, la fabrication de l'industrie automobile. Donc, c'est une société qui fabrique du matériel pour l'automobile, pour les équipements et les fabricants automobiles, et qui nous a contactés il y a maintenant 3 semaines pour savoir ce qu'on pouvait faire. Et quand on leur a décrit ce qu'on savait faire, tout de suite, ils ont sauté sur l'occasion et on commence à travailler pour eux. C'est déjà engagé. Voilà, donc l'objectif, c'est de finaliser les bulles. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour finaliser les bulles de sécurité. Nous, on n'est pas des vendeurs de systèmes, on n'est pas des vendeurs d'objets, on est vendeurs de composants électroniques et de dispositifs avancés pour les composants électroniques. Donc, on veut finaliser tout ça. Il y a besoin de finaliser les logiciels de pilotage et les différentes variantes pour chacun des marchés, de faire les tests en grandeur réelle avant de les lancer. Et le but étant de lancer les produits sur le marché en 2021. On recherche des partenaires qui, eux, sauront vendre les produits finaux,
qui sont principalement les gens qui travaillent dans le monde de l'équipement de protection individuelle. Alors, on a aussi éventuellement des partenaires qui peuvent s'intéresser au sujet, qui sont des gens qui sont dans le logiciel système, qui peuvent gérer tout ça de façon plus astucieuse et plus harmonieuse que nous, on sait faire. On n'est pas non plus comme je dis, on n'est pas des spécialistes en logiciel système, donc là, il y a plein de choses à faire. De même, on peut imaginer que pour les autres marchés, le marché grand public, hôtels, restaurants et collectivités, des gens qui font des sortes de pays pour le grand public peuvent être intéressés. Et le facteur de forme final de l'objet reste à définir. Il y a des partenaires actuellement avec qui on est en discussion qui pensent le mettre dans des cases de chantier. D'autres, c'est plutôt dans des tags ou des bracelets, etc. Donc, il y a différentes solutions. Et là, la porte est ouverte. Nous, on a un dispositif qui est utilisable. Voilà, donc pour revenir un peu sur la société et notre compétence, je préfère en parler maintenant pour vous dire que on n'est pas des nains dans ce domaine de la compétence et des systèmes complexes RF grâce à différents succès. Alors, première chose, en 2010, on a été les premiers au monde à proposer des systèmes BLE complets sous forme de modules qui ont été commercialisés avec un chip Nordic Semiconductor. On a été les tout premiers au monde à proposer des systèmes à base d'antenna in package. Aujourd'hui, on est les premiers et les seuls à proposer des systèmes combo ultra wideband BLE et LoRa BLE avec les antennes, les deux types d'antennes intégrées dans les dispositifs. On a travaillé pour un client lié à la cybersécurité pour développer le plus petit micro-ordinateur au format d'une carte micro SD. C'était un très, très beau challenge. On a un de nos produits a été utilisé par les spationautes de l'ESA pour les missions spatiales pour la surveillance biométrique des spationautes. Donc, c'est le projet Proxima en 2017. On est accrédité CECOM, donc c'est US Army Communication Electronic Command depuis 2010. Pour ça, à partir de là, on a pu développer un système de solutions radio ultra miniatures qui sont utilisées par les commandos naviciles américains. Bon, c'est peut-être pas très très joli, mais il n'empêche que c'est des dispositifs qui fonctionnent et qui sont utilisés par une grande nation. On a plus d'une quinzaine de brevets dans ce domaine de l'ultraminiaturisation. Pour présenter Chris Barat, donc nos directeurs techniques, il faut aussi noter que Chris Barat, c'est le papa des balises Argos pour la location des bateaux et des marins en détresse. Il a été aussi le papa des systèmes d'électronique pour les péages dans les systèmes électroniques de péage sur les autoroutes françaises. Et enfin, parmi aussi plein d'autres choses, il a été le papa des systèmes de communication de la station, de la mission Rosetta, qui est allée sur la comète Rosetta il y a maintenant 3 ans, qui avait été lancée il y a très longtemps. Voilà. Donc on a une très grande expertise dans tous ces domaines de systèmes compliqués et voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? Alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions hein, sur le fil, mais je pense qu'en tout cas, tous les aspects de la technologie ont été abordés. Voilà, il reste, on peut peut-être attendre une petite minute pour voir s'il y a des questions qui arrivent. Moi, ce que je voulais comprendre, Michel, c'est pourquoi aujourd'hui vous lancez cet appel à des entreprises plutôt via WeNetwork, en tout cas peut-être plutôt basées en France. Qu'est-ce que vous recherchez comme type de partenaire? Voilà, je pense que ça c'est au-delà des métiers, au-delà des savoir-faire, peut-être, et puis par rapport au timing que vous êtes fixé, c'est peut-être des éléments intéressants. Oui. Donc, d'accord. Il faut savoir que dans le petit monde des gens qui font de l'électronique RF et des systèmes RF de toute petite taille, InsightSIP commence à être connu et même
est pas mal connu sur la planète. On a une forte présence sur la planète. Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est qu'on a 95% de notre chiffre d'affaires qui se fait hors de France, en vendant des produits dans l'Europe comme l'Allemagne, la Suisse, Pays-Bas et Autriche ou autres, États-Unis et Japon. Et bizarrement, relativement peu en France. Bon, ça, c'est nul n'est prophète dans son pays, mais c'est comme ça. À partir de là, à partir du moment où le problème de la distanciation entre personnes dans le monde industriel et pas que est apparu avec le Covid-19, on a été en contact avec plusieurs dizaines d'entreprises européennes, nord-américaines et asiatiques qui nous demandaient comment on peut utiliser nos solutions ou nos futures solutions pour ce type d'application. Donc, nous, on peut faire ça. On sait qu'il y a beaucoup de travail pour finir le projet, pour avoir quelque chose de bien terminé. Et on préfère aller vite avec des gens qui parlent notre langue, qui sont proches, plutôt que de laisser faire tout seul un tas d'entreprises qui sont à Taïwan, en Corée, aux US, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Première chose. Deuxième chose, on a un problème de bande passante. On ne peut pas non plus supporter une multitude de clients. Là, j'ai encore récemment identifié, ça fait grosso modo pas loin d'une cinquantaine de prospects dans ce genre de domaine à travers la planète. On n'a pas la capacité dans un délai court de faire le support technique pour toutes ces entreprises. Donc, on préfère essayer de se focaliser sur les entreprises excusez-moi, qui ont une chance de succès et qui sont crédibles sur le marché. Donc, ces deux éléments mis côte à côte nous font penser qu'on doit pouvoir trouver en France ou proche de la France des entreprises qui sont dans le monde de l'EPI, qui sont crédibles, qui ont un marché, qui ont une reconnaissance par leurs propres clients et avec qui on peut tisser des liens de partenariat. Et c'est pour ça que je lance, pas une bouteille à la mer, mais un petit peu une sorte de bouteille à la mer avec Winnet More en disant, si vous ou autour de vous avez des connaissances d'entreprises qui ont besoin de ça et qui voudraient s'implanter là-dessus, développer ce genre de dispositif, qui nous contactent et on pourra travailler avec eux. Voilà, ça c'est le sens de la démarche. C'est essayer de trouver les bons partenaires. On n'a pas la surface et la capacité d'adresser les clients finaux parce que ce n'est pas notre métier. On ne peut pas en 6 mois créer une structure marketing commerciale pour contacter l'ensemble des industries françaises, que ce soit dans les BTP, dans l'industrie automobile ou que sais-je, ou dans la défense, ou dans l'avionique, gens comme Airbus, etc. Le temps d'être crédible dans chacun de ces secteurs ferait qu'on passe trop de temps. Par contre, ceux qui fournissent déjà en EPI ce genre d'entreprise sont des personnes qui nous intéressent. Voilà.